On parlait au départ d'une affaire de pédophilie familiale, mais l'enquête pourrait aller beaucoup plus loin. En 2000, une affaire de mœurs défraie la chronique. À Outreau, dans le Pas-de-Calais, les enfants de Thierry Delay et Myriam Badaoui accusent leurs parents et leur entourage d'avoir sexuellement abusé d'eux. On parle alors de réseau pédophile. Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire, des personnes venaient, etc., qu'on nous expliquait comment ça allait se passer et que c'était normal et on était déjoués. Pour la première fois, Jonathan Delay, l'un des enfants d'Outreau, va parler de son enfance confisquée. J'avais 6 ans. La famille d'accueil m'a proposé une après-midi de regarder un dessin animé tout bêtement et je lui ai demandé si elle avait des cassettes X. À partir de là, elle a commencé à me poser des questions et je commençais petit à petit à comprendre ce que j'avais vécu. On ne se rappelle d'Outreau que pour 13 personnes qui ont été acquittées, alors que Outreau, c'est quand même 4 enfants martyrisés pendant des années. À ses côtés, Mathilde, elle aussi a été victime d'inceste. Quand nous étions enfants avec mon frère, mon père nous enfermait dans des cartons pour nous utiliser, nous violer. En mars 2005, je décide de l'appeler. Il avoue tout ce qu'il a fait et il est mort le lendemain. L'agression sexuelle, ça vous attaque dans votre intimité, c'est d'une violence extrême. Tout ce qui va être des relations intimes, c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable parce que ça fait des reviviscences. Pour tous les deux, la reconstruction est longue et difficile. On peut essayer d'oublier, à la rigueur, mais pardonner, c'est juste pas possible. On a une enveloppe corporelle qui est fragile. Bonjour à tous, nous avons l'habitude de vous faire partager des histoires de résilience sur le plateau de Toute une histoire et aujourd'hui, les témoignages que nous vous proposons d'écouter sont particulièrement forts. Jonathan Delay est l'un des enfants d'Outreau, cette affaire qui a défrayé la chronique il y a maintenant 10 ans et qui a profondément marqué les Français. Jonathan a aujourd'hui 21 ans et il a choisi le plateau de Toute une histoire pour revenir sur son enfance, mais aussi sur sa difficile reconstruction. Bonjour Jonathan, merci d'être parmi nous. Pas facile pour vous d'être là aujourd'hui, c'est la première fois que vous vous exprimez sur un plateau de télévision. Qu'est-ce que vous voulez montrer aujourd'hui? Montrer que j'ai changé, que j'ai grandi et que... pour que les gens aient une image différente du parcours chaotique que j'ai eu. Et puis aussi de montrer que parmi tout ce parcours, il y a moyen de s'en sortir. Malgré ça, les portes ne sont pas toujours accessibles, mais on peut y arriver. À vos côtés, Mathilde, dont nous allons également découvrir le témoignage. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous aussi, il vous tenait à cœur de venir sur notre plateau aujourd'hui. Comme Jonathan, vous avez décidé de vous livrer sur une période de votre vie que vous avez longtemps occultée, celle de votre enfance, Oui. au cours de laquelle vous avez été victime d'inceste. Oui, j'ai été victime d'inceste de 5 à 10 ans. Qui en était l'auteur? Mon père. Nous verrons que c'est grâce à une thérapie entamée sur le tard que vos souvenirs sont revenus. Jusque-là, ils étaient complètement enfouis. Oui, j'ai eu 30 ans d'amnésie. 30 ans d'amnésie et suite à un travail avec Catherine Dolto, je suis sortie de cette amnésie. À quel point c'était important pour vous de témoigner sur notre plateau aujourd'hui? C'est important parce que je voudrais dire à toutes les personnes qui sont victimes d'inceste et qui a une possibilité de se reconstruire et de rebondir et il y a la possibilité d'être heureux et bon, il y a tout un travail pour sortir de cette identité de victime. Ça ne se fait pas tout seul, mais vraiment, ça vaut le... Je voulais traduire un message d'espoir, essentiellement.
Alors votre témoignage a beaucoup de points communs avec celui de Jonathan, notamment cette dimension de résilience. Avant de découvrir comment vous êtes parvenus à vous reconstruire tous les deux, on va saluer notre duo d'experts. Hélène Romano, vous êtes l'une de nos psychologues et vous, Marc Gégère, notre avocat, vous serez évidemment à nos côtés tout au long de notre émission pour nous apporter vos analyses et vos conseils à nos invités ainsi qu'à nos téléspectateurs. Marc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'affaire Outreau est une affaire sans précédent dans l'histoire de la justice française? Alors, c'est une affaire qui n'est pas originale dans la matière, puisque des affaires d'inceste, malheureusement, il y en a de nombreuses. Ce qui a rendu l'affaire d'Outreau particulièrement connue et médiatisée, c'est qu'on est passé de 17 accusés en première instance à finalement plus que 4 personnes condamnées en cause d'appel, parce qu'il y avait eu des rebondissements. On ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire, parce que ça serait compliqué, je pense. Et en fait, ça a donné lieu à une prise de conscience de la part de l'ensemble de la population française des faiblesses ou des difficultés qu'on pouvait avoir pour traiter ce type de procédure, ce type d'affaires qui repose, et c'est ça qui rend les choses compliquées, sur la parole des enfants. Or, si une démocratie n'est pas en mesure de prendre en considération la parole de ses plus faibles, il faut se poser de sérieuses questions. Finalement, Outreau a été l'occasion de montrer à quel point il était compliqué de recueillir la parole d'un enfant et à quel point, si on n'était pas rigoureux et professionnel, on pouvait en faire une catastrophe. Et c'est un peu ce que, malheureusement, Outreau nous a enseigné, alors que finalement, on ne se rappelle d'Outreau que pour 13 personnes qui ont été acquittées, alors que, à la base, Outreau, c'est quand même 4 enfants martyrisés pendant des années. Et ce qui est regrettable, c'est qu'à l'occasion de cette affaire, on a plus parlé du fiasco judiciaire que ça a représenté, plus que de la matière, au fond, qu'a subi notamment Jonathan et ses frères. Alors, l'affaire Outreau, c'est 14 années de procédure. On va revenir sur la chronologie de ce qui a été l'un des plus grands désastres judiciaires de notre siècle. C'est l'enquête de la rédaction. On parlait au départ d'une affaire de pédophilie familiale, mais l'enquête pourrait aller beaucoup plus loin. En 2000, une affaire de mœurs défraie la chronique. À Outreau, dans le Pas-de-Calais, les enfants de Thierry Delay et Myriam Badaoui accusent leurs parents et leur entourage d'avoir sexuellement abusé d'eux. On parle alors de réseau pédophile. Le 4 mai 2004, le premier procès s'ouvre à la cour d'assises de Saint-Omer. 17 personnes sont accusées et 17 enfants sont partie civile. Jacques Thomet, alors rédacteur en chef de l'agence France Presse, a suivi avec attention toutes les étapes de cette affaire hors norme. L'affaire d'Outreau, lorsqu'elle a éclaté, elle ressemblait pour les Français, atterrés, à une espèce de Dracula en série. La terreur s'est en quelque sorte emparée des gens à Outreau. Chacun pouvait se sentir concerné puisqu'il voyait une boulangère accusée, un chauffeur de taxi, ensuite un curé, un huissier, et chacun pouvait se demander jusqu'où pouvait aller une telle débauche de la société française. Après 9 semaines d'audience, 10 personnes sont condamnées, 7 acquittées. Le couple Delay-Badaoui et un couple de voisins ne font pas appel de la sentence, mais les autres accusés clament leur innocence. L'affaire d'Outreau a provoqué une véritable folie médiatique. Mais coup de théâtre, en novembre 2005, Myriam Badaoui revient sur ses accusations. Elle a décidé d'innocenter tout le monde, mais une semaine après, elle a de nouveau réaccusé ceux qu'elle avait innocentés, mais plus personne dans la presse, plus personne dans le public, plus personne en France ne voulait croire, c'était devenu la menteuse. Alors que certains d'entre eux ont passé jusqu'à 3 années en prison, 6 condamnés sont acquittés par la cour d'assises de Paris le 1er décembre 2005. 12 enfants sont reconnus comme victimes. Le 5 décembre 2005, le président de la République Jacques Chirac présentera aux 13 accusés à tort les regrets et excuses de l'État. Depuis le début du XXIe siècle, on peut considérer que l'affaire d'Outreau est la plus énorme affaire judiciaire qui a eu lieu en France. Jonathan, j'imagine que pour vous, ces images sont toujours difficiles à revoir. Très difficile, oui.
Alors, on va revenir sur votre histoire. Vous avez grandi auprès de 3 de vos frères et de vos parents, Thierry Delay et Myriam Badaoui. Vous avez grandi dans le quartier populaire d'Outreau, dans le Pas-de-Calais. À l'âge de 6 ans, vous avez tous été placés en famille d'accueil pour des faits de maltraitance. Et c'est là que vous avez commencé à vous confier sur ce qu'il se passait chez vous au quotidien. Quelle révélation vous avez faite, vous, à votre famille d'accueil ? Je ne veux pas non plus rentrer dans tous les détails, mais la famille d'accueil avait commencé à repérer certaines choses qui n'allaient pas dans mon fonctionnement et dans ce que je faisais, notamment par le fait que je mangeais avec mes doigts. Je ne savais pas ce que c'était que des couverts. Donc ils m'ont appris toutes ces choses. À l'âge de 6 ans, je portais encore des couches. Choses auxquelles normalement je ne devrais plus. En prenant ma douche, elle avait repéré que j'étais rempli bleu d'échymose. Donc elle a commencé à me poser des questions. Donc à chaque fois, je disais que j'étais tombé. Et après, je revenais en lui expliquant que c'est mon père qui me frappait. Et avec quoi il me frappait, etc. Et que c'est un peu le système de vie que j'avais à la maison. Mais je venais pas encore dans le vif du sujet, dans le sens où il a fallu que j'attende quelques mois avant qu'ils interrompent définitivement les visites fratrie. Donc rester coincé les retours dans votre famille. Oui, après avoir été placé, parce qu'inconsciemment, sachant qu'à l'époque j'étais jeune et que on ne savait pas faire la différence entre ce qui était bien et ce qui était mal, inconsciemment j'avais demandé à la famille d'accueil quand j'allais retrouver mes parents. Donc on a eu des visites fratries, etc. Mais être bloqué entre le fait de vouloir parler et de se retrouver en sécurité et le fait que, dans un sens, il y a quelque part en nous un attachement à oui, vos un parents. attachement à la famille. C'était, à mon avis, le temps de pouvoir dissocier toutes ces choses. Bien sûr. Mais j'avais un âge, bien sûr, je ne pouvais pas le faire. Jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse histoire de cassette. Bien sûr. Donc la famille d'accueil m'a proposé une après-midi de regarder un dessin animé, tout bêtement. Ouais. Et puis donc elle m'a fait regarder ce qu'elle avait, etc. Et donc je ne trouvais pas le dessin animé que je voulais. Parce que et je lui ai demandé si elle avait des cassettes X. Et donc elle me dit pardon. Et je lui ai fait ben oui, dessin animé, cassette X. Et donc là, à partir de là, elle a commencé à me poser des questions et j'ai commencé à parler et puis à révéler petit à petit certaines choses de l'enfer que je vivais à la maison. Voilà. Et comment a-t-elle réagi ? Elle a téléphoné. C'est le premier réflexe qu'elle a eu. Elle a téléphoné à la famille d'accueil de mon frère aîné pour lui expliquer. Il a 2 ans de plus que moi. Pour lui expliquer à peu près ce que je racontais et si éventuellement lui de même commençait ou pas à raconter des choses ou si elle avait remarqué des choses, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Apparemment, il commençait à parler, à raconter certaines choses similaires à ce que moi je racontais. Donc là, elle a écrit un courrier. Vous racontiez quoi, vous, précisément ? Les effets de viol qui se passaient à la maison, les faits que des personnes venaient, etc., qu'on nous expliquait comment ça allait se passer et que c'était normal et que on était des jouets et on recevait des jouets en échange. Donc je racontais, c'était un peu flou à l'époque, je racontais avec mes mots d'enfant, donc j'avais pas un vocabulaire à l'époque comme si moi je vous le raconte aujourd'hui.
Mais donc je commençais un peu à parler et donc elle retranscrivait un peu sur l'ordinateur et puis elle m'a toujours dit si tu as des choses à rajouter, tu viens me voir et on en parle. Et donc elle a écrit un courrier. Et donc à partir de là, le juge des enfants qui a interrompu les visites et une enquête a été ouverte. Donc il y a eu un signalement auprès du procureur de la République. Est-ce que vous vous souvenez de vos auditions par les enquêteurs? Très vaguement. Très vaguement. On était filmés, on nous posait énormément de questions. Mais tout était fait pour vérifier ou pas si, d'après ce qu'on me dit, tout était fait pour vérifier si oui ou non on montait. Vous étiez interrogés chacun de votre côté? Oui, il n'y avait aucune... pas du tout, il n'y avait aucune confrontation possible. Alors, Marc Gégère, Jonathan n'avait que 6 ans à l'époque. Quelle valeur, justement, donne-t-on à la parole d'un enfant si jeune qui ne trouve pas forcément les mots dans ce genre d'enquête? Mais c'est toute la difficulté, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on devrait pouvoir recueillir la parole d'un enfant en ayant des certitudes, puisque ce qu'il dit, surtout lorsqu'il révèle des faits dont il a été victime, c'est évidemment très important. En même temps, il est bien évident qu'on doit se prémunir de tout dérapage ou de toute parole qui ne correspondrait pas à une réalité. C'est toute la difficulté. En fait, en France, on est passé par plusieurs stades sur le recueil de la parole de l'enfant et sur sa valeur. Dans un premier temps, j'allais dire que c'était l'obscurantisme absolu. Un enfant ne pouvait raconter que des histoires, donc on ne prêtait pas attention à ce que les enfants pouvaient raconter sur ce qu'ils avaient subi. Puis après, fin des années 70, début des années 80, on va se retrouver avec une sorte d'excès inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre la parole de l'enfant telle qu'il vous la ressort et on va la considérer comme une parole d'évangile. Et il va y avoir un certain nombre de difficultés qui vont voir le jour au travers de cette attitude-là. La difficulté qu'on a, et je pense qu'Hélène Romano pourrait nous le confirmer, c'est qu'on n'a pas de moyens scientifiques précis de recueillir avec certitude la parole d'un enfant et de savoir que ce qu'il dit est le reflet de la vérité. C'est d'ailleurs pareil pour les adultes. Hein. C'est une question qui n'est posée, c'est très important de le rappeler, c'est une question là. Alors on n'a plus le droit de dire la crédibilité depuis ou trop, mais c'est une question qui n'était posée que pour des enfants. C'est-à-dire que la question posée à des experts, est-ce que la parole de telle mise en cause ou telle victime adulte est crédible, n'était pas posée. La question, c'était juste pour les enfants, avec cette idée que l'enfant a une restitution de son témoignage forcément en décalage avec la réalité. Et la grande difficulté, et en tant qu'expert, on est régulièrement interrogé par rapport à ça, c'est de bien faire la part des choses entre ce que peut dire un enfant du fait de son âge, du fait de ses représentations à l'âge de 6 ans, 5 ans, 4 ans, plus petit, du fait de l'impact traumatique aussi de ce qu'il subit, par rapport à une réalité factuelle. Et la grande difficulté, c'est ça, c'est qu'un enfant, il ne se réduit pas à sa parole. Un enfant, c'est aussi un comportement, tout ce qui est préverbal, c'est une évolution des troubles, c'est prendre le contexte, comme Jonathan l'a très bien expliqué, qu'à un moment donné, où ils se sentent un petit peu plus libres, en tout cas moins sous pression d'un environnement qu'ils subissent depuis des années, ils s'autorisent à dire des choses. Donc c'est connaître tous ces contextes-là et ne pas réduire à une parole. Et le procès d'Outreau, enfin les procès d'Outreau, ont causé un tort considérable à la parole des enfants victimes, avec cette idée que maintenant, a priori, l'enfant est un menteur, et quand il dit des choses, c'est un enfant qui soit est aliéné, soit est manipulateur. Et on voit bien actuellement sur les expertises, pendant longtemps, on nous a mis en avant syndrome d'aliénation parentale, pour dire l'enfant est manipulé par les parents, là, par les familles d'accueil. La communauté scientifique internationale des psychiatres a décidé l'année dernière, il y a 2 ans, de dire non, le SAP n'existe pas, ça n'est pas un syndrome, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là, donc on n'a plus le droit de l'utiliser en procédure, on n'a plus le droit de dire l'enfant est aliéné. Donc maintenant l'enfant qui révèle qu'il aurait subi, c'est son ressenti. Après, c'est vrai, c'est pas vrai dans les faits, c'est un autre débat. Mais l'enfant qui révèle qu'il a ressenti des abus, qui ressent un contexte de violence, de maltraitance et qui appelle, qui cherche de l'aide et qui a besoin de reconnaissance, si ça dérange les parents, certaines fois, le système institutionnel d'autres fois, on va dire « Ah, il a des faux souvenirs » ou alors il est Munchausen par procuration, c'est-à-dire qu'on lui met ça dans la tête. C'est un vrai problème, c'est très franco-français et c'est un vrai scandale en France, cette histoire de non prendre en compte la parole de l'enfant à sa juste valeur.
Alors, oui. Excusez-moi, juste pour revenir sur quelque chose de plus pragmatique aujourd'hui, pour essayer que les gens comprennent finalement ce qu'on attend des expertises sur les enfants comme sur les autres. Aujourd'hui, on ne demande plus à un expert de dire si quelqu'un est crédible ou pas, parce que le mot crédible a été galvaudé, mais on le demande à un expert de vérifier si finalement sur cet enfant qui dénonce des faits qu'il a subis, on retrouve dans son attitude, dans son comportement, dans tout ce qui l'entoure, ce que l'on a l'habitude de retrouver chez des gens chez qui on est certain qu'ils ont subi ce genre de choses. Alors, votre témoignage, ceux de vos frères ainsi que celui de votre mère ont abouti à la mise en examen de 17 personnes pour des viols et des agressions sexuelles présumées sur 17 mineurs. Vous aviez quel âge, vous, quand a eu lieu le premier procès, en 2004 ? J'avais 10 ans. Vous en avez un souvenir ? Oui, un souvenir particulièrement très marquant, parce que l'organisation du procès était telle que nous nous sommes retrouvés dans le box des accusés. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Peut-être rapidement pour expliquer, il y avait beaucoup trop de mise en cause par rapport à la place des box des accusés. Donc du coup, les enfants qui étaient moins nombreux, enfin les mises en cause et leurs avocats, ont été mis dans le box des accusés et ont été entendus comme des accusés, ce qui a aussi complètement inversé l'ambiance. Symboliquement, c'était extrêmement violent. C'est une vraie violence qui a été faite à des enfants. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû être accepté C'est la seule fois par en France les avocats que des ça s'est passé, parties civiles sur place. C'était hors de question. Donc voilà, l'excuse a été telle que l'organisation était ceci, mais ils avaient largement la possibilité, s'ils le voulaient, d'obtenir une salle beaucoup plus grande, comme celle de Paris, où il y avait nettement beaucoup plus de place. Mais ouais, c'est l'élément le plus fort que j'ai retenu, c'est me retrouver dans le box des accusés. Et vous vous êtes senti accusé ? Vous l'avez vécu comme ça ? Ça, c'est par la suite. C'est par la suite. La manière où les choses tournaient, on était devenus... je ne sais pas comment le dire, mais coupables de ce qu'on vivait. C'est ça le ressenti qu'on a. On était réellement devenus coupables de ce qu'on vivait. Donc... Et à cette occasion, vous avez revu vos parents ? Oui, c'est ça. Ma mère était à 4 mètres de moi. Combien d'années après ? Grosso modo, 3 ans et demi. Est-ce qu'ils avaient tenté de rentrer en contact avec vous pendant cette période ? Par des courriers. J'ai reçu énormément de lettres. De la part de qui ? De la part de mes parents. Qui vous disaient quoi ? Elle m'a demandé pardon. Et donc je recevais ces lettres. Donc je lui ai répondu que cela était impossible. Voilà, c'est pas possible. On peut pas concevoir. On peut essayer d'oublier à la rigueur, mais pardonner, c'est juste pas possible. Donc on va revenir à ce procès qui a duré 9 semaines. Sur les 17 personnes mises en examen, 7 ont été acquittées, 10 ont été condamnés, parmi elles vos parents, Thierry Delay et Myriam Badaoui. Et puis l'année suivante, il y a eu un second procès en appel. Est-ce que là aussi vous étiez présent ? Oui, j'étais présent, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, en fait, la différence entre le premier procès et le deuxième procès, c'est la parole de Myriam Badaoui, qui, dans un premier temps, avait accusé tout le monde, avait nommé ceux qu'elle indiquait comme étant ses partenaires de jeu, si j'ose m'exprimer ainsi. Et lors du deuxième procès, elle va expliquer qu'elle a menti. Qu'elle a menti sur un nombre très important d'accusés qui sont à ses côtés. Et c'est ce qui va permettre, en quelque sorte, une décision et un verdict qui sera radicalement différent, puisque ne resteront condamnés définitivement que ceux qui ont finalement accepté la décision de première instance, c'est-à-dire 4 accusés. Les autres feront l'objet d'un acquittement. Alors, à 18 ans, vous avez touché l'argent de votre indemnisation de victime. C'est ça. À combien s'élevait cette somme ? 32 000 € et des poussières. Comment c'est calculé, ce genre d'indemnité ? Ah, ça c'est encore pire, que c'est de l'alchimie profonde. En fait, si vous voulez, la difficulté, pour faire très simple, on sait que la plupart du temps, les indemnisations qui sont fixées par les cours d'assises pour les victimes de ce genre de faits sont en fait payées par le fonds de garantie, qui est un organisme auquel nous cotisons tous quand nous payons une assurance. Et le fonds de garantie, qui est finalement la solidarité nationale, a imaginé d'édicter une sorte de barème
de classification en fonction de ce que vous aviez subi, de l'être que vous aviez perdu, en fonction du degré de parenté. Et comme c'est de la solidarité nationale et qu'on est obligé de finalement indemniser les gens à peu près de la même manière, on a mis en place cette espèce de fourchette d'indemnisation. Quand on fait un simple parallèle avec ce qui peut se passer dans les pays anglo-saxons en matière d'indemnisation de préjudice, on tombe par terre. On tombe véritablement par terre parce que 30 000 € pour avoir fracassé un enfant pendant des années et le mettre face à une obligation de thérapie, de soins et de travail sur lui-même colossale qu'il est pratiquement obligé de financer par lui-même. C'est-à-dire que l'indemnisation qui est donnée ne permet même pas à la victime de se reconstruire dans des conditions, j'allais dire, à minima. Et quand vous dites ça à des juridictions, elles vous disent « oui, mais vous comprenez, finalement, c'est ouvrir un peu la porte. Si jamais on ouvrait la porte à une plus grosse indemnisation, toutes les victimes s'engouffreraient dans cette porte et nous n'aurions plus les moyens de faire face. » Ce à quoi Jonathan peut répondre, il n'en a rien à faire. Oui. Et il a bien raison. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Est-ce qu'on se dit, je vais utiliser cet argent pour me reconstruire? J'imagine qu'il y a d'autres priorités à ce moment-là de votre vie. À 18 ans, tu parles. Et c'est très souvent flambé parce que les victimes considèrent ça souvent comme de l'argent sale. C'est très connoté négativement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'en ai profité. J'ai vécu pas mal d'années avec un 5 € d'argent de poche par semaine. Tout d'un coup, j'ai 32 000 € qui tombent sur ma tête. Donc forcément, comme tout jeune de 18 ans, j'ai profité. Je suis parti en vacances avec des amis. Vous avez profité, vous en avez fait profiter? Oui, j'en ai fait profiter. Oui. J'ai aidé pas mal de personnes qui étaient en difficulté. Donc vous avez mis combien de temps à la dépenser, cette somme? 6 mois. 6 mois, c'était parti. Mais j'ai aidé des personnes à une hauteur à des dizaines, quinzaines de milliers d'euros. Parce que pour moi, ça n'avait aucun sens, l'argent. Mais où sont ces personnes-là que j'ai aidées aujourd'hui? Jamais elles sont revenues vers vous et jamais elles vous en remerciaient pour ça. Une fois cette somme dépensée, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous êtes débrouillé? Donc à la sortie de mes 18 ans, je suis parti en Belgique. Et puis j'étais en lien avec une dame qui gardait déjà chez elle mes 2 frères aînés. Donc je suis allé à sa rencontre et on a trouvé tout un processus de famille, pas de substitut. Enfin, si je passais un week-end à gauche, à droite, le temps de remettre les choses en ordre avec Chérif, de pouvoir réapprendre à communiquer, à se parler. Je pense que c'est important d'expliquer pourquoi, quand vous avez des fratries victimes d'inceste qui voient et qui font, c'est extrêmement violent, le fait même de voir ou de maltraitance physique, le fait même de voir son frère, ça réactive les viols subis, ça réactive la violence et ça peut devenir, c'est des troubles post-traumatiques majeurs, extrêmement explosifs parce que l'enfant, même quand il est grand, peut se mettre à revivre les viols qu'il a subis, à revivre les violences qu'il a subies. Donc c'est très paradoxal, on sait que la fratrie est une force très importante, mais les fratries qui ont été martyrisées au-delà, qui ont subi des actes de torture, ce qui a été votre cas, à tous les 3, ces fratries-là, quand elles se revoient, il y a à la fois le besoin parce que c'est un lien de protection, puis au moment des agressions, ils essayent aussi de se protéger, mais en même temps, ils rappellent le passé traumatique et c'est source de reviviscence. Et que probablement là, il y a eu la même idée de dire si on les met ensemble d'un coup, ça va être explosif. Ils vont remettre en scène des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont subies, ça va pas être gérable. C'est pour ça qu'il y a souvent des... C'est exactement ce qui s'est passé. Donc le pourquoi on a cherché des solutions de façon à ce qu'on réapprenne à communiquer, parce qu'on se voyait plutôt comme des potes. Il n'y avait plus ce lien de fraternité et on a dû réapprendre pendant quelques temps à s'adapter, à vivre ensemble, à communiquer, à revivre, à repasser des moments ensemble et se dire qu'on peut passer un moment ensemble sans se dire qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce que ceci et cela. Donc c'est une période qui a dû être très compliquée pour vous? Très dur. Au point que vous avez voulu, à un moment donné, mettre fin à vos jours?
que je me qualifierais entre la tentative de suicide et l'appel à l'aide. Parce que j'ai appris un peu à y voir plus clair, et il y avait une partie de moi qui voulait partir parce que je partais du principe où avec ce que j'avais vécu, il n'y avait rien. Il n'y a rien qui pouvait se passer d'autre. Il ne pouvait rien m'arriver de pire. Donc il y a une partie de moi qui voulait partir et une autre qui se disait bon, venez vers moi, j'ai besoin d'aide, etc. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de m'en sortir, j'ai besoin de ceci, cela. Et j'ai réussi à trouver cette force et j'ai accepté sans accepter, bien sûr, de partir en psychiatrie pendant un mois où je n'avais réellement pas ma place. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que les enfants victimes, quand ils deviennent adultes, quand ils sont enfants encore, et qui passent à l'acte sur eux-mêmes, parce que cette violence-là est tellement insupportable, les cauchemars, les images qui reviennent, c'est tellement insupportable, ça fait trop mal psychiquement et physiquement, qu'un certain nombre veulent partir, c'est-à-dire mourir, se donner la mort pour plus souffrir. Et en France, c'est très psychiatrisé. D'ailleurs, dans les foyers, souvent les enfants ont des traitements pas possibles, on n'arrive pas à faire d'études là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des traitements, parce que comme ils sont agités, ils ont des troubles, des reviviscences, on les sédate, on donne un certain nombre de traitements pour qu'ils ne soient pas trop agités, etc. On psychiatrise beaucoup, au lieu de privilégier ce qui existe dans d'autres pays, des psys, des accompagnements thérapeutiques, et aussi, ce que Jonathan dit très bien, d'accompagner dans la durée. Parce que ce qui est horrible dans son histoire, comme tant d'autres, c'est ce sentiment de solitude et d'abandon total. On manque en France de choses considérables qui existent, par exemple en Suisse, qui sont des espaces où régulièrement les enfants ou les jeunes adultes peuvent se retrouver dans des séjours de résilience, réapprendre entre eux à travailler, à retrouver une estime d'eux-mêmes, à travailler la confiance en eux, en l'autre. En France, on n'a pas ça du tout. Quand on a les moyens et qu'on trouve quelqu'un en référence, on peut faire un travail psychothérapeutique, mais ça a un coût psychique, financier. On manque considérablement de moyens en France et il y a un décalage majeur entre les beaux discours sur les victimes et la réalité. Je pense qu'en tant qu'avocat des victimes, vous êtes d'accord? En fait, c'est assez simple à déterminer. Il n'y a absolument rien de prévu. Voilà. Il n'y a absolument rien. La seule chose qui soit aujourd'hui, en 2015, prévue pour des victimes, c'est un éventuel accompagnement pendant la durée d'un procès par des associations de victimes, parce que maintenant elles existent dans tous les tribunaux. Une fois que le verdict est rendu, c'est terminé. Il n'y a absolument rien. Donc on est quelques-uns à avoir créé des associations pour essayer de prendre le relais, parce qu'on a tous bien compris, et n'importe qui est capable de le comprendre, que c'est évidemment pas au verdict qu'un enfant se reconstruit et guérit et va mieux quand il a été victime. C'est sur le long terme qu'il faut l'accompagner. Et il n'y a absolument rien de prévu. Et je suis d'accord avec Hélène Romano, quels que soient les discours qui sont tenus. Qui a fini par vous en sortir de tout ça? Donc Chérif m'a fait sortir de psychiatrie. Donc votre frère aîné? Oui, c'est ça. Et donc très difficile pour lui de me retrouver là-bas. Il avait accepté de venir me voir une fois et histoire de partager un peu, mais me voir dans cet état-là était très très difficile pour lui. Donc il m'a accueilli chez lui pendant un certain temps. Et donc lui aussi par la suite a eu des complications et donc je ne pouvais plus rester chez lui. Et donc je me suis retrouvé dehors. Et là, très compliqué. Très compliqué la rue. Mathilde, vous écoutez ce témoignage et ça doit vous faire écho, j'imagine? Oui, complètement. Je suis assez admirative de l'énergie qu'a eu Jonathan pour tenir, pour poursuivre une existence dans des conditions d'une violence extrême. Et on a l'impression qu'à chaque étape, il y a une nouvelle épreuve. Je pense qu'il a une peut-être encore plus humiliante que la précédente. Oui. Parce que se retrouver en fin de parcours dans la rue, livré finalement à toutes les violences, à toutes les agressions. Ben c'est assez surprenant, assez surprenant la rue, parce que dans le sens où on est réellement livré à nous-mêmes, et dans le sens où donc j'avais 19 ans à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est il y a 2 ans. Mais c'est il y a 2 ans? Oui, c'était il y a 2 ans, oui.
Oui, parce qu'on a l'impression que vous parlez d'une époque. Oui, Non, très D'une antérieure. époque d'un autre siècle. Mais ce qui est dramatique, c'est que du haut de mes 19 ans, je vois une certaine réalité du monde extérieur qui est telle ce que je vis donc actuellement, donc la rue, où on se bat, où on se bat pour manger, on vole pour manger, on vole pour s'habiller, on est obligé, on est forcé de trouver certaines méthodes. Pour survivre. Oui, pour survivre. Pour s'en sortir. Quand je vois 4 personnes qui se battent pour un pauvre cheeseburger à 1,20 €. Donc vous avez là encore connu des choses terribles que vous allez nous raconter tout à l'heure. On va revenir à l'enfance de Mathilde, contrairement à Jonathan. Vous avez plutôt gardé des souvenirs heureux de votre enfance. Oui, pendant longtemps, j'ai plutôt gardé des souvenirs très heureux, voire idylliques. Bon, j'étais dans une famille très privilégiée du 6e arrondissement, avec un père qui était prix de Rome, enfin des parents artistes qui étaient brillants. Et en fait, j'avais complètement occulté tout l'aspect négatif et toutes les tortures que nous avons subies, moi et mon frère. Alors, à 25 ans, vous avez quand même dû affronter... Alors, à 25 ans, j'ai dû... en fait, mon frère, qui avait 1 an d'écart, s'est suicidé, s'est jeté du haut de Beaubourg. Et bon, sachant qu'il n'y avait aucune explication à ce suicide, bon, j'étais troublée par le choix de ce lieu, sachant que mon père avait fait le concours du projet de Beaubourg et que bon, il y avait souvent des différends. C'est le bâtiment que mon père détestait le plus dans Paris. Et mon frère a choisi ce bâtiment pour se suicider. Donc, il y avait... j'étais quand même troublée et puis d'autre part, quelques jours avant de faire ce geste, il a verbalisé lors d'un repas, il a dit à mon père: après ce que tu m'as fait, je n'ai plus rien à te dire. Et bon, c'est vrai que j'avais une inquiétude, mais bon, sans plus. Mais le suicide de mon frère étant parti, bon, il y avait la détresse du suicide, c'est extrêmement violent. Surtout que nous avions été élevés vraiment les 2 ensemble et les 3 grands à part. Et juste, vous disiez n'avoir aucun souvenir des traumatismes que vous avez subis. Est-ce qu'il vous arrivait d'en parler est-ce que votre frère vous parlait de... Est-ce que lui avait des souvenirs de tout ça? Et je pense que lui, il a eu aucune amnésie et qu'il avait en mémoire tout ce que nous avions subi. Et il voyait que j'avais une vie épanouie, que j'étais heureuse. Et je pense qu'il était... son bonheur, c'était que c'était le mien. Jamais il n'a cherché à vous en parler ou à à faire remonter les souvenirs à la surface? Non, jamais. Non. Et puis vous avez construit votre vie, vous êtes vous-même devenue maman. J'ai construit une vie, je me suis mariée à 24 ans, j'ai eu 2 enfants avant 30 ans, j'ai eu une vie de couple tout à fait normale et heureuse et classique. J'étais architecte au départ, je me suis beaucoup investie dans des projets d'urbanisme. Et puis, en 92, donc j'ai 32 ans, et mon petit garçon qui a 2 ans à l'époque présente des troubles, présente un retard de langage qui me font penser à l'autisme. Et donc, à ce moment-là, je prends contact avec Catherine Holto, me disant que c'est certainement la personne la plus à même d'une part, de me donner un diagnostic, d'autre part, de l'aider. Donc, c'est dans ce cadre-là que je rencontre Catherine Holto. Et à ce moment-là, vous entamez avec elle une longue thérapie à ce moment-là, donc elle s'occupe un petit peu de mon fils, et à ce moment-là,
elle me dit bon, je veux vous suivre, il faut qu'on fasse un travail ensemble. Et j'ai pas de réticence. Je me suis dit c'est quelqu'un d'admirable. De toute façon, ça va être intéressant. Elle sentait un mal-être chez moi qu'elle était peut-être la seule à ressentir, qui était sur lequel elle pensait qu'un travail approfondi permettrait de faire émerger, de me sortir. Bon, elle savait que j'étais insomniaque. Elle avait j'avais des troubles. Hélène, juste une... Oui, peut-être expliquer. On appelle ça la mémoire traumatique, c'est-à-dire que les personnes victimes d'agression, il y a déjà tous les enfants dont les parents agresseurs donnent des anxiolytiques ou des produits pour qu'ils dorment. Donc après, ça crée d'énormes problèmes de mémoire. Ça, c'est une réalité. Ils les droguent, en fait. Et du coup, les enfants, après, en effet, ils ne sont plus dans la réalité. Ils ne peuvent pas parce qu'ils étaient sous somnifères à haute dose. Oui, c'était votre cas? Mais c'était mon cas. Moi, j'ai été sous Valium à l'âge de 8 ans. Voilà. Parce que ça, c'est une réalité. Et il y a aussi, au-delà de ça, c'est une réalité qui explique les problèmes de mémoire. Et au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui fait que la violence de ce qui est subi est tellement forte que le psychisme se protège et il va cliver, il va séparer. Il y a toute la violence de ce qui a été subi. C'est mis de côté, c'est encrypté. Alors, c'est pas du tout oublié. Hein. C'est mis de côté. Puis il y a des moments, ça ressort par petites bribes. Ça ressort de façon lacunaire. On n'arrive pas à mettre bien les souvenirs de façon très coordonnée dans le temps, comme des flashs. Et puis, il y a des moments, un travail thérapeutique, mais aussi quand votre enfant atteint l'âge que vous aviez au moment des agressions, on sait que c'est des moments de vulnérabilité psychique qui fait que ça remonte à ce moment-là. Donc, Catherine Dolto a peut-être pensé ça. Elle a senti que j'avais aussi un problème avec le toucher. Donc ça, je pense que quelqu'un comme Catherine Dolto, elle le sent, enfin, que j'étais très sensible, comme quelqu'un qui a été lui-même agressé. C'est vrai qu'elle savait que j'avais fréquemment des malaises dans le métro, mais des malaises importants où je me retrouvais aux urgences à l'hôpital parce que j'avais, ça je l'ai compris après, quand nous étions enfants avec mon frère, mon père nous enfermait dans des cartons pour nous utiliser, nous violer. Et en fait, j'avais pas de traduction, mais quand j'étais dans le métro, j'avais toujours peur que les portes se ferment. Et des reviviscences, des odeurs. J'avais toujours peur que les portes se ferment. Et je me disais intérieurement, mais il faut vite que tu sortes. Et j'avais à peine la force de sortir. Je m'étalais sur le quai du métro. Et c'est vrai que les gens se mettaient autour de moi. Et pour ça que j'étais morte. Enfin, des malaises importants, pas des petits... Alors le métro, oui, ça s'est répété. Donc elle a fait un travail par l'aptonomie. Alors, avec ce travail d'aptonomie qui a été fait pendant des années, parce que j'étais assez réticente, je dois dire que quand elle approchait le tissu familial, j'étais très protectrice. Et je disais non, surtout, j'étais très, même protectrice vis-à-vis de mon père. Je disais non, c'est quelqu'un de très bien, tout le monde l'admire, va pas t'imaginer des choses sexuelles, enfin il y a... bref. Et puis donc elle creusait, et puis alors suite à une séance, j'ai eu une dizaine de flashs qui sont tous revenus en même temps, comme des films. Alors il y avait une scène où il nous avait emmené dans un hôtel à Saint-Gervais et où on était arrivé à s'échapper avec mon frère. Il y avait une scène où il avait utilisé un ami à lui, artiste, pour nous violer dans une voiture. Mais elles sont toutes revenues la même journée. C'est pas revenu par petites bribes. C'est vraiment comme s'il y avait une boîte qui était bouclée dans ma tête. Et quand la boîte de Pandore s'est ouverte, tout est revenu. Alors, votre frère était toujours présent dans tous ces souvenirs? Mon frère était toujours présent, excepté quand mon père venait. Il y a eu un moment où mon père a décrété que ce serait bien que je dorme dans la chambre qui donnait sur la rue. Et du coup, je me suis retrouvée seule.
Et bon, c'est là où j'étais, où il venait régulièrement dans ma chambre. Et la parade, c'était de ne pas dormir. Bon, comme en plus j'aimais beaucoup lire, mais c'est vrai que la seule parade que j'avais, c'était de résister, de rester éveillée. À quoi ça vous servait de rester éveillé? Mais en fait, ça me regard. parce qu'il venait pas dans mon lit si j'étais éveillée. Il ne avait venait que peur. lorsque vous dormiez? Il venait que lorsque je dormais, lorsque j'étais endormie. Et puis c'est vrai que je passais la nuit à. Du coup, c'est vrai que je suis restée avec cette peur de la nuit. Et bon, ça c'est une des séquelles qui me reste. C'est vrai que Très fréquente. même si là, Les problèmes de sommeil, on dit Oui. souvent que le sommeil, il faut dormir, ça libère et tout, mais pour les victimes d'agressions sexuelles, entre autres intrafamiliales, c'est très souvent Oui. dans leur lit que les enfants sont agressés. C'est hautement traumatogène de s'endormir. Oui. Parce Oui. qu'il y a la peur que l'agression revienne, ou qu'il y a des rituels, des hypervigilances, des stratégies. C'est en permanence, l'obscurité tombe, Mais, la peur oui. que ça revienne. Oui. Alors, tous ces souvenirs remontés à la surface ont été des clés de votre vie jusqu'en 2005 où vous avez décidé d'appeler votre père. En 2005, donc j'avais pas vu mon père les 6 dernières années de sa vie. Bon, il y a une, enfin, suite à l'émergence de ces souvenirs, il y a eu une coupure de relation totale. Avec votre mère aussi? Non, pas avec ma mère. avec Elle mon était père. consciente de ce qui se passait, votre mère, ou elle n'avait aucune Je idée? pense qu'elle était, oui, elle était consciente. Mais elle a été, donc j'ai appris par la suite, elle a été témoin d'une scène où mon père me violait, où elle avait retiré, où j'avais 2 ans et demi, où elle m'avait retiré du lit de mon père. Mais elle avait réagi en se disant, bon, je vais le gronder. Je pense qu'elle le prenait un peu comme un gamin, même si c'était un milieu social très élevé. Et elle lui disait, tu le refais pas. Bon, je lave tous les habits, je passe ça à la machine. Et puis personne. Et quand elle me raconte ça, elle me dit, personne ne l'a jamais su. Et puis, en mars 2005, je décide de l'appeler. Et il répond au téléphone. Et là, on a une explication où je reprends un petit peu point par point ce qui s'est passé. On a une longue conversation de 2 heures. Il avoue? Comment? Il avoue tout ce qu'il a fait. Et il le justifie? Non, il ne le justifie pas. Et il écrit dans ses... D'ailleurs, bon, j'ai retrouvé dans ses écrits, il écrivait qu'il voulait se jeter dans un vide ordure. Bon, Il vous demandait pardon? Il m'a demandé pardon. Et Lors de cette conversation? Il m'a demandé pardon. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis d'accord pour qu'on aille prendre un café la semaine prochaine. Et ce serait bien qu'on continue à se parler. Et il est mort le lendemain. Il allait très bien, il n'avait aucun problème de santé. Et ma mère m'a dit, il a certainement pris quelque chose pour disparaître. Je pense qu'il attendait d'avoir cette conversation avec moi pour être libéré de... Il est mort le lendemain de la conversation? Il est mort le lendemain de mon appel téléphonique. Ce que j'explique dans mon livre, qui commence par cette conversation avec mon père et sa mort. En fait, le livre commence par ce passage. Qui a été, et c'est vrai que depuis 2005, depuis sa disparition, j'ai plus jamais eu de troubles d'agoraphobie. Mais c'est vraiment depuis 2005. Pourquoi vous l'avez écrit, ce livre? Alors, je l'ai écrit en hommage à mon frère. Il est dédié à mon frère. Et je l'ai aussi écrit pour aider, pour transmettre un message d'espoir à toutes les personnes qui sont victimes d'inceste et leur dire que la reconstruction est possible, qu'il faut avoir une volonté, il faut décider de s'en sortir, il faut décider que la vie, qu'on peut être heureux, que
que ça va être, je rejoins que le parcours va être difficile, mais il est possible d'avoir une vie normale. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie? J'ai une vie parisienne classique, très normale. Je dirais la séquelle que j'ai, c'est ce problème d'endormissement. Et puis je pense que le corps, je pense qu'on garde, on est de toute façon, on est différent. Quelqu'un qui a vécu un problème d'inceste, on a une différence avec les autres. On ne réagit pas. Et je dirais que moi-même, je détecte autour de moi des personnes qui ont été elles-mêmes victimes. Je vois, il y a une... C'est comme cette enveloppe qui a été... la mémoire du corps, elle est omniprésente. Et même si par le mental, on arrive à beaucoup progresser et évoluer, on est rattrapé au tournant par le physique. L'agression sexuelle, ça vous attaque dans votre intimité. C'est d'une violence extrême. Les violences physiques sont violentes, mais l'agression sexuelle, c'est quand même extrêmement particulier. Dans l'inceste, il y a ça. Dans votre témoignage, on voit bien, c'est aussi important de le dire, parce qu'on a les deux extrêmes. L'inceste, c'est partout, hein, dans tous les milieux. Il n'y a pas que certains milieux. Dans tous les milieux. Et la difficulté d'être entendu, c'est partout. Et dans les parcours de vie, on voit bien que l'expressivité, c'est-à-dire les troubles, peuvent à différents moments de la vie s'exprimer, d'où l'importance de mettre en place des dispositifs pour que les personnes, certaines fois quand elles sont enceintes, quand elles deviennent parents, puissent à ce moment-là avoir des écoutes attentives. Alors que souvent on va leur dire, je pense que vous l'avez dû l'entendre, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, passe à autre chose. Oui. Mais la blessure traumatique, ça reste d'actualité tout le temps. La résilience, c'est pas oublié, comme souvent les gens le pensent. Oui, c'est apprendre à vivre et savoir... Et la résilience, ça demande beaucoup de travail. C'est un processus, la résilience. Hein, c'est savoir avoir appris des horreurs et... Quand on subit d'autres choses, et là-dessus Jonathan est un exemple de résilience, quand on subit des choses, avoir réappris de la première épreuve traumatique. C'est un vrai processus de vie qui se construit de façon très différente, mais c'est très, très important de rappeler que la résilience, c'est pas l'oubli, parce que quand on entend « oui, je vais bien, je fais ma vie », ça ne veut pas dire que je ne souffre plus. Jonathan, vous écoutez tout ça, comment vous réagissez à tout ce qu'on vient d'entendre? Je m'y retrouve dans certaines situations, notamment tout ce qui est le langage corporel. J'ai toujours pas trouvé de thérapie aujourd'hui pour ça. J'ai fait un énorme travail durant toutes ces années et c'est le seul point sur lequel j'ai vraiment l'impression que j'y arrive pas. C'est-à-dire, ça se traduit comment? C'est la sensation du toucher. C'est-à-dire, vous ne supportez pas qu'on vous touche? C'est ça. Enfin, j'ai énormément de mal, notamment dans ma vie sentimentale. Quand la personne, elle ressent un rejet, donc elle me demande de lui expliquer pourquoi je rejette, et donc je lui explique. Et je lui explique qui je suis et ce que vous avez enduré. Je suis presque obligé de passer par cette phase où je dois expliquer ce que j'ai vécu et elle fuit. C'est ça, elle fuit et je lui dis mais je lui ai toujours dit, je sais ce que j'explique, je lui fais ben montre-moi, apprends-moi. C'est ça. Le corps, il porte les traces. Des fois, il y a des séquelles. Des fois, il y a des organes abîmés, des organes définitivement détruits. Le fait même de toucher, d'être touché, peut réactiver des choses. Des fois, vous avez des cicatrices physiques, visibles, psychiques. Enfin, c'est extrêmement difficile. Donc, tout ce qui va être de l'intime, tout ce qui va être des relations intimes sur les zones du sexe, les fesses, le corps, enfin, tout ce qui est... Chez un être humain, zone un peu érogène, érotique, et puis même en dehors, parce que les agressions peuvent toucher d'autres parties, c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable, parce que ça fait des reviviscences. Donc là, il faut beaucoup, beaucoup d'attention, déjà pour la conjointe, ou l'amoureux, l'amoureuse, pour comprendre que le problème, c'est pas elle, mais c'est l'histoire vécue, et que ça soit pas la double peine, c'est-à-dire que Jonathan, comme d'autres, est déjà victime de ce qu'il a subi, il continue de l'être, il doit se justifier d'avoir été victime de ça pour expliciter le fait qu'il n'arrive pas à avoir des relations comme d'autres auraient. C'est exactement ce que je lui explique. Je lui fais apprends-moi, montre-moi que ça peut être agréable, etc. Et pas toujours me retrouver dans
Dans ces flashs qui reviennent. Dans ces flashs qui reviennent, oui, systématiquement. Et savoir aussi faire la différence entre est-ce que... D'ailleurs, ça m'a marqué, c'est savoir faire la différence entre est-ce que tu fais l'amour à cette personne ou est-ce que tu la violes. Et ça m'a... c'est toute la question des abus répétés comme vous l'avez subi, c'est toute la question de la transgression, de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et parce que ça a créé des confusions majeures, et depuis tout petit. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour ça? Est-ce qu'il faut aller voir J'en ai fait. Je crois, comme très souvent dans les parcours comme ça, il faut beaucoup de temps. On me fuit, j'ai l'impression qu'on me fuit beaucoup par ce passé, énormément. L'histoire de Jonathan Delay a été tellement médiatisée, il y a une blessure médiatique presque par rapport aussi à tout ce qui a pu être dit. Oui, on n'a pas dit que des choses bien sur moi, mais il y a un projet là aujourd'hui qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai créé une association il y a 2 mois et demi, donc c'est encore tout frais, donc qui s'appelle Stop Violence Enfants. Qui est basé sur l'information, l'investigation et la prévention. Et on essaye avec les personnes qui me suivent de tout d'abord de créer des liens, mais assez rapidement parce que j'estime qu'on n'a pas assez de temps pour intervenir et trouver des moyens, des solutions qui peuvent nous permettre de lutter. Donc j'en ai fait un peu mon combat. Mais j'avance. Important de créer une association pour donner un sens à tout ça. Encore un qui va trouver son salut dans le fait de donner aux autres pour quelque part prendre comme un carburant toute cette pourriture qui vous a alimenté et s'en servir pour aider les autres. Et c'est ça qui sera votre salut. Mais oui, mais c'est comme je l'ai dit. J'espère décéder avec dans les bras la dernière victime que j'aurais aidée, ça c'est sûr. D'accord, enfin, vous avez encore un petit peu de temps. Oui, Vous avez des choses à faire, vous avez l'amour à trouver. C'est dans le sens où c'est un combat que je mènerai toute ma vie, ça c'est sûr. Et de ne pas être seul, c'est très important de ne pas être seul. Jonathan l'a dit tout à l'heure, il y a un sentiment de solitude majeur, profond, entre autres après les procès. Et les personnes victimes ont souvent besoin d'être aidées, accompagnées dans leur quotidien et longtemps après, sans être stigmatisées en tant que victimes. Merci à tous les deux d'avoir trouvé le courage, et il en fallait du courage, pour venir témoigner sur notre plateau en espérant que vos 2 témoignages en aideront d'autres qui sont aujourd'hui isolés, qui souffrent des horreurs dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Écrit d'Histoire ce week-end dans version féminin. Et merci à nos 2 experts. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous retrouverons Odile aux côtés de Sylviane, l'une de nos téléspectatrices. A tout de suite. Merci. Je peux vous Bientôt, au sommaire de toute une histoire, Julie a sombré à cause de l'une de ses amies. Elle m'a entraînée avec elle, c'était tous les jours, des consommations de drogue dure, d'alcool. Ça a duré à peu près 2 ans, c'était un enfer. Elle est devenue agressive, rebelle. À ses côtés, Séverine et Charlotte. Elles aussi ont croisé la route d'une personne qui leur a volé leur vie. Elle a choisi de séduire l'homme que j'aimais. Je suis tombée en dépression. Je me regardais dans la glace et je me voyais comme elle me caricaturait. Et en même temps, je me disais, mais si elle me dit ça, elle a une légitimité à le dire. J'étais complètement partagée. Alors comment sont-elles sorties des griffes de cette amie toxique? Il faut énormément de patience et il faut ne rien lâcher en fait. Je m'en suis retournée à mon autre amie Séverine qui m'a dit « Enfin, tu te rends pas compte de ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye de te happer et de te garder auprès d'elle. » Et j'étais mal. C'est d'apprendre à vous faire confiance à vous qui est important. Vraiment. C'est ma fille. Je l'aime. Quoi qu'il se passe, je serai toujours là. She's telling me she's got to go.